Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que le partage d'écran s'est bien fait. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Donc, merci à tous de participer à ce, je crois, 3e, 4e webinaire de l'année sur la gestion des fichiers dans Molflow. Donc, moi, je suis un peu monsieur webinaire en ce début d'année. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Hervé Heitman, donc ingénieur d'application chez Applicit depuis 8 ans maintenant. Et de base, j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères spécialisée en matériaux plastiques. Donc, comme toujours, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements sur notre site Applicit. J'ai peut-être eu un petit souci. Voilà, c'est mieux, je crois. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos événements et de l'actualité directement sur notre site Applicit, et également toujours l'onglet blog qui répertorie aussi des trucs et astuces sur les dernières demandes qu'on a pu avoir, ou les dernières choses qu'on a découvert aussi sur l'utilisation des outils, que ce soit Molflow ou Fusion bien sûr, mais aussi l'ensemble des outils Autodesk. Donc, petit rappel de ce qu'on a fait en ce début d'année sur les webinars. Donc, on en avait fait un sur la compensation du retrait, les best practices pour la préparation de modèles dans Molflow, donc plutôt axé sur la préparation de modèles niveau CAO dans Fusion, la personnalisation de Molflow, aujourd'hui la gestion des fichiers. Et ensuite, on va continuer avec les best practices pour le calcul thermique transitoire, les contraintes d'assemblage, les méthodes d'analyse des résultats, remplissage, compactage, l'automatisation de Molflow, les nouveautés 2027 et le rendu réaliste, le couplage entre Molflow et le rendu réaliste de Fusion. Donc, petit rappel aussi, donc le club utilisateur arrive prochainement, donc ce sera à Lyon les 17 et 18 juin. Donc, on espère tous vous y voir et vous y retrouver et se retrouver tous ensemble pour cet événement. Et on espère vous voir nombreux pour ce club utilisateur 2026. Au niveau de l'agenda, donc ce sera sur un jour et demi, avec une demi-journée d'atelier sur l'utilisation optimale de Fusion en lien avec Molflow, les meilleures pratiques sur les modèles complexes pour le maillage 3D et un atelier sur tout ce qui est matière chargée en termes d'options solver, résultats, interprétation des résultats, suivi d'une soirée et d'un dîner. Et la journée plénière avec la R&D Autodesk qui va présenter les nouveautés de la dernière version, les axes de R&D et différents témoignages clients de l'IRT Jules Verne, de la société Avian, Safran, Galacticom, et une présentation qu'on fera aussi avec Applicit sur l'arrivée de l'IA et l'automatisation dans les dernières versions de Molflow. Au niveau de l'agenda du jour, donc on va, dans un premier temps, je vais un petit peu rappeler les différents fichiers Molflow qui sont stockés dans les projets. Après, parler un petit peu de la taille des fichiers qui sont générés en fonction du maillage, des options solver qu'on a choisies, des résultats intermédiaires, voir un petit peu l'impact de tout ça sur la taille des fichiers et voir un petit peu ce qui est le mieux de faire en termes de compromis et surtout par rapport à nos attentes aussi, pour éviter d'avoir des fichiers résultats trop volumineux qui occupent trop d'espace disque aussi. Ensuite, on va voir comment on peut archiver les projets, reparler un petit peu du SCM parce qu'il y aura des fichiers temporaires aussi qui seront écrits dans certains dossiers. Et aussi voir comment on peut, aussi dans la même idée qu'archiver des projets, mais archiver des projets sous format communicator, ce qui peut être intéressant aussi dans certains cas de figure. Donc les fichiers Molflow. Donc déjà, si on parle de la base, on a notre projet et nos études. Donc, typiquement, un projet dans Molflow, c'est le niveau d'organisation le plus élevé. Et c'est là qu'on va retrouver aussi l'ensemble de nos études qui ont tourné ou non dans la tâche vue du projet global. Si on fait un clic droit sur le nom du projet, on peut aussi retrouver où le projet est stocké aussi indirectement.
Et une étude, comme je l'ai dit, c'est une analyse, une séquence d'analyse basée sur l'ensemble des paramétrages qu'on a spécifiés en données d'entrée. Et on va retrouver dans le volet tâches de l'étude l'ensemble des informations sur le modèle ouvert, sur le modèle actif. Donc ça, c'est déjà l'organisation globale. Donc dans notre fichier projet, donc le fichier projet, c'est un fichier .mpi. Hein. C'est ce qu'on va ouvrir. C'est le fichier qu'on va ouvrir dès qu'on souhaite ouvrir un projet. Hein. Donc si je vais dans le bon lien où se trouve mon projet, il va directement me pinguer le fichier MPI au moment de l'ouverture du projet. Et si je fais un clic droit dessus, hein, basiquement c'est un fichier ici texte où je vais retrouver l'ensemble en fait des fichiers SDY aussi de mon étude. Donc en faisant un clic droit sur le fichier MPI, on retrouve l'ensemble des fichiers SDY du projet. D'où le deuxième fichier qui est important, c'est le fichier STY qui va contenir l'ensemble des paramètres d'entrée et tout ce qui est configuré dans mon étude, donc tout ce qui est maillage, modélisation, matière, paramétrage process, paramétrage solver. Donc, si vous voulez partager une étude à quelqu'un, vous pouvez partager le fichier SDY. Donc dans le fichier SDY, la personne elle pourra relancer le calcul. Donc basiquement, c'est ce qu'on demande aussi souvent au support technique quand on veut refaire tourner un calcul de notre côté. On va demander le fichier SDY qui ne contient pas les fichiers résultats, mais on aura toute la mise en données pour nous relancer directement un calcul ou amener des modifications. Aussi dans la gestion des différents projets ou dans les différentes études, sur chaque étude, vous pouvez attacher différents fichiers, que ce soit le fichier CAO de la pièce, document, le plan 2D de la pièce, la fiche de réglage, des documents PowerPoint, Excel, Word. Donc vous pouvez attacher vraiment une multitude de fichiers à chaque étude, ce qui permettra aussi des fois de s'y retrouver plus rapidement et d'avoir le bon fichier attaché à la bonne étude. Donc ça permet de rajouter un petit peu une surcouche et aussi de dire telle étude a été utilisée avec tel fichier CAO, telle fiche de réglage. Donc ça permet un peu aussi d'agrémenter des fichiers en plus dans l'interface Molflow. Quand un calcul a tourné, on va retrouver dans notre projet plusieurs fichiers. Donc, dans les dernières versions, ça a été aussi changé pour accélérer les temps de calcul. Avant, on n'avait qu'un seul gros fichier OF. Donc, le fichier OF, c'est les fichiers liés aux résultats de remplissage, compactage. Là, on en a plusieurs, parce qu'ils ont changé la manière dont s'écrivent ces fichiers, justement, encore une fois, pour gagner en temps de calcul à IsoMachine entre les différentes versions 2024, 2025, 2026. Donc OF1 pour la culture, donc ça stocke la majorité des résultats de remplissage compactage. OF2, ça va stocker les résultats de lignes de soudure et des occlusions d'air. OF3, les résultats de remplissage. Et OF4, les résultats figés dans le temps pour les résultats directement en fin de phase dynamique. Ensuite, on va retrouver d'autres fichiers out, donc c'est des fichiers log du solver, donc qui ne prennent pas beaucoup de place. Le fichier OW3 qui va stocker les résultats de déformation et de contrainte, qui est un peu plus volumineux, 32 mégas ici. Les fichiers RFN, des fichiers temporaires qui ne prennent pas beaucoup de place. Fichier TSP pour l'interfaçage pour un calcul de structure. Et d'autres petits fichiers, mais qui ne prennent pas beaucoup de place non plus. Le fichier DIE, le fichier ERR qui stocke des messages d'erreur du solver liés à l'analyse. Et un fichier LSP, je vais y arriver, pour l'interfaçage aussi avec la partie déformation et calcul de contraintes qu'on pourrait éventuellement supprimer pour gagner un peu d'espace, mais c'est pas ce qui est le plus volumineux. Et donc c'est vrai que de manière générale, par le passé, c'est vrai qu'on supprimait un petit peu plus certains résultats pour gagner de l'espace.
dans les dernières versions de Molflow, la gestion ici dans les projets, il n'y a plus réellement nécessité de supprimer des fichiers pour gagner de l'espace disque. Ça a directement été optimisé, mais c'est vrai que dans des versions plus anciennes de Molflow, on pouvait supprimer plus de résultats qui s'écrivaient dans le projet pour gagner un peu d'espace. C'était un peu des fichiers, on va dire, un peu superflus. Donc là, plus trop de nécessité en soi de supprimer tels que des fichiers dans le projet. Maintenant, au niveau de la taille des fichiers. Donc déjà, la taille des fichiers va être dépendante de la modélisation et de la taille du nombre d'éléments de mon maillage, de la taille de mon modèle. Donc si par exemple ici, donc, sur l'image de tout à gauche, on voit un modèle à 518 000 éléments tétraédriques, image du milieu 1 800 000, et tout à droite, presque 5 millions d'éléments 3D. Donc quand on compare la taille des différents fichiers résultats, donc 500 000, on est à 116 mégas, donc très léger. 1 800 000, 412 mégas. Donc c'est vrai que c'est pas non plus énorme comme taille de fichier résultat. Et sur un modèle à 5 millions d'éléments, ce qui est aussi un peu plus rare, souvent de manière standard, c'est vrai qu'on va osciller aux alentours de 1 million, 2 millions d'éléments pour une étude 3D. Si on a un maillage plus fin qui commence à avoisiner 5 millions d'éléments, on va ici retrouver des fichiers résultats de l'ordre de 1 giga pour une étude. Après, bien sûr, plus on va avoir un modèle volumineux en termes de nombre d'éléments, plus on va aussi avoir un temps de calcul qui sera long. Donc, par exemple, sur un maillage 3D 500 000 éléments, 20 minutes, 1 800 000, 1h30 ici, 5 millions, 5h30. C'est vrai que du coup, 1 800 000, on est sur quelque chose d'assez standard en termes de nombre d'éléments ici. Donc ici, la taille des fichiers, c'est avec les résultats intermédiaires par défaut. Donc on va voir un petit peu aussi l'impact des résultats intermédiaires. Donc les résultats intermédiaires, c'est quelque chose qu'on peut modifier dans le paramétrage du solver pour avoir plus de steps de visualisation dans nos différents résultats, que ce soit la température, la pression, et j'en passe, au cours du cycle. Donc par défaut, on a 5 résultats intermédiaires dans les différentes phases. On peut aussi augmenter ce nombre de résultats intermédiaires à 30, ce qui permet d'avoir un peu plus de flexibilité, de fluidité pour naviguer durant les différentes étapes du cycle. C'est vrai qu'on va souvent aussi mettre cela par défaut à 30, ce qui est un peu plus flexible, un peu plus sympa pour interpréter nos différents résultats, surtout à quel moment ma matière elle va figer, à quel moment je vais avoir des zones isolées du compactage. Donc là, pour faire ce comparatif, je me suis basé sur le maillage 3D à 1 800 000 éléments tétraédriques. Et je pourrais aussi, dans certains cas, mettre, si besoin, si nécessité, mettre 200 résultats intermédiaires. Attention toutefois, pour que ce soit quand même bien pris en compte par le logiciel, un grand nombre de résultats intermédiaires, souvent on va devoir aussi changer le paramètre solver de la phase de remplissage et de compactage et réduire le pourcentage de volume max à remplir par intervalle de temps. Donc par exemple, basculer à 0,5% ou 1% au lieu de 4% par défaut. Et la durée maximale des étapes de compactage, par exemple, basculer à 0,1 seconde ou 0,2 secondes au lieu de 2 secondes. Donc là, j'ai mis 0,05 et 0,5%, donc j'étais un peu drastique. Donc il va aussi faire beaucoup plus de steps dans ces itérations en modifiant ces paramètres solver avec 200 résultats intermédiaires dans le paramètre d'affichage. Donc là, je ne suis pas allé de main morte, on va dire, là-dessus. Quand on compare ces trois scénarios, encore une fois, sur le modèle à 1 800 000 éléments 3D, si je fais une cartographie, vous voyez, 5 résultats intermédiaires, c'est un petit peu léger parce que j'ai pas mal d'approximations. Enfin, du coup, il va me lisser entre les différents points, entre les différents résultats intermédiaires. Donc, je peux rater certaines informations, entre guillemets, ou je n'ai pas une courbe quand même forcément bien lissée. Ça ne va pas me changer mes résultats figés. Donc, typiquement, que je mette 5, 30 ou 200 résultats intermédiaires, les résultats qui sont figés dans le temps, que ce soit le retrait volumique à l'éjection, il ne changera pas, ce sera le même résultat.
c'est juste vraiment d'avoir plus de steps de visualisation. Donc 30 résultats intermédiaires, j'ai une coupe déjà un peu mieux lissée qui permet de mieux voir ce qui se passe. Par exemple aussi sur la partie température, mieux voir à quel moment ma matière va figer dans les différentes zones. Et 200 résultats intermédiaires, bah, j'ai énormément de points, ce qui peut être intéressant aussi si je veux faire du couplage avec des capteurs de pression qui sont dans le moule aussi, ce sera peut-être plus sympa. Mais c'est vraiment à utiliser voilà, au cas par cas. Et on voit que du coup, entre 5 et 30 résultats intermédiaires, je n'ai pas une différence importante sur le temps de calcul. Par contre, si j'en mets beaucoup, et surtout le fait aussi de modifier le paramétrage solver en termes de pourcentage et de temps dans le remplissage et dans le compactage, là, ça va aussi me rallonger un petit peu mon temps de calcul. Donc vraiment, voilà, utiliser si besoin sur un besoin particulier, hein, j'ai envie de dire. Ça va pas servir à grand chose de se rallonger autant, de mettre autant de résultats intermédiaires si on n'en a pas un besoin spécifique, et ça va juste me rallonger le temps de calcul pour pas grand chose pour le coup. Et en termes de fichiers, du coup, bah, il va écrire plus je mets de résultats intermédiaires, plus il va écrire aussi de fichiers. Donc par exemple, avec les résultats intermédiaires par défaut, je suis à 400 mégas en termes de fichiers résultats, comme on avait vu avant sur le même modèle. 30 résultats intermédiaires, je suis à 1,4 giga. Et 200 résultats intermédiaires, je suis à 15 gigas. Donc voilà, aussi quand même du coup à utiliser avec parcimonie si vraiment besoin, parce que du coup ça va aussi augmenter, diminuer ma capacité de stockage et prendre beaucoup plus de ressources en termes d'espace disque. Donc à la limite, hein, si même voilà, si vous voulez gagner un petit peu d'espace, si 15 résultats intermédiaires, ça vous suffit, et ça peut suffire largement pour interpréter les résultats et gagner un peu d'espace disque au lieu de 30 résultats intermédiaires, bah, vous pouvez le faire, hein. Vous laissez les 5 résultats intermédiaires par défaut, hein, si ça peut aussi largement faire le job pour correctement interpréter nos résultats. Et sur un modèle plus léger aussi, hein, pareil, entre le résultat intermédiaire par défaut et un nombre de résultats intermédiaires très très important, comme je l'ai fait avant avec 200 résultats intermédiaires. Donc même si mon modèle il n'est pas ultra volumineux avec que 500 000 éléments tétraédriques ici, bah, je peux basculer d'une taille de fichier de 100 mégas à ici, avec quelque chose de très drastique, à 4,27 gigas. Donc voilà, quand même, encore une fois, à utiliser avec parcimonie pour éviter de trop pénaliser mon espace disque, quoi. Sur la partie déformation, donc on a aussi un fichier résultat spécifique pour la partie déformation, le fichier OW que j'ai présenté avant. Et la taille de ce fichier va être impactée par l'agrégation du maillage. Donc l'agrégation du maillage va simplifier le maillage au niveau interne dans le solver avec des tétraèdres du second ordre. Mais du coup, c'est vraiment toujours mieux de l'activer parce que déjà, ça va nous permettre de gagner en temps de calcul et de gagner aussi un peu d'espace disque sans pénaliser les résultats pour le coup. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'active systématiquement par défaut, l'agrégation du maillage. Donc ici, par exemple, sur ce modèle, si on compare sans agrégation du maillage et avec agrégation du maillage, donc sans agrégation du maillage, on a un temps de calcul de 4h40, donc aussi beaucoup plus pénalisant sur le temps de calcul. On a un fichier OW3 de 120 mégas, avec une déformation ici, si je prends juste la valeur max, 1,27 mm. Avec l'agrégation du maillage, j'ai une déformation max sur l'échelle à 1,25. Vraiment, différence minime ici, toujours une différence minime avec et sans au niveau du résultat. Un temps de calcul plus court, 46 minutes, et un fichier aussi OW3 plus léger. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à activer l'agrégation du maillage systématiquement pour aller plus vite et gagner aussi un peu d'espace disque sans pénaliser les résultats. Et au niveau, par exemple, des différences thermiques classiques BEM et thermiques transitoires, on a peu de différence ici sur la taille des fichiers. Après, c'est vrai que la thermique FEM, vu qu'on est sur un calcul 3D, calcul 3D parallélisé, on aura aussi une meilleure convergence toujours et des temps de calcul plus courts en thermique FEM.
Donc, une fois qu'on a dit ça et qu'on a nos différentes études dans notre projet, comment on peut l'archiver? Donc déjà, directement dans l'interface, vous allez pouvoir archiver dans l'onglet exporter, choisir les études que vous souhaitez archiver et on a la possibilité de sélectionner l'entièreté du projet, l'entièreté des études ou uniquement choisir les études qui nous intéressent. Donc, des fois, si on a fait beaucoup d'itérations, ça ne sert peut-être pas à grand-chose de garder tout. On peut garder l'itération initiale, l'itération finale en termes d'archives et on peut inclure ou non les fichiers résultats. Donc aussi, par exemple, sur des vieux projets, ça peut être intéressant de garder, par exemple, uniquement les fichiers SDY. Comme ça, si jamais j'ai besoin de revenir sur l'étude, j'ai toujours mon fichier SDY. Certes, il faudra que je relance le calcul, mais ça permet sur des vieux projets de libérer de l'espace disque aussi, tout en conservant une trace de l'étude. Donc c'est vrai que souvent c'est aussi ce que je fais sur des vieux projets. Je vais des fois que garder les SDY qui m'intéressent. Et sur les projets un peu plus récents, je vais garder aussi certains fichiers résultats pour directement y revenir. On a le choix. Encore une fois, quand on a commencé à faire beaucoup d'itérations, est-ce que ça vaut le coup de tout garder? Peut-être pas forcément, quoi. Et du coup, donc par exemple ici, donc taille du projet de base. Donc alors là, j'ai gardé l'ensemble des études. Pour l'archivage, donc sur le projet de base 25,5 Go, le fait de l'archiver, je bascule avec l'ensemble des fichiers résultats à 13,9 Go. Et si je garde que les fichiers SDY, je bascule à 187 mégas. Pareil, n'hésitez pas à archiver vos projets pour gagner de l'espace disque en fait indirectement. Donc ça, c'est ce que je disais aussi. Ensuite, je vais parler un petit peu du SCM. Donc, petit rappel pour l'histoire. Donc, le SCM, c'est le gestionnaire des calculs. Donc, historiquement, certains d'entre vous ont connu aussi les différents gestionnaires de calcul. Donc, avant 2016, ça s'appelait le Job Manager. De 2016 à 2019, le Simulation Job Manager. Et depuis la version 2021, le Simulation Compute Manager pour l'histoire. Pourquoi un gestionnaire de calcul? Parce que l'interface, ça va permettre de préparer et analyser les modèles. Et après, tout ce qui est opération de calcul peut être dissocié de l'interface et bien sûr peut se faire sur la machine locale ou sur un serveur distant. Et cela, ça va se faire justement via un gestionnaire de calcul. Et on va justement pouvoir suivre l'évolution du calcul aussi sans passer par l'interface. Quand vous cliquez sur votre Job Manager, vous pouvez retrouver directement sur la page Internet qui rappelle l'ensemble des études en cours, des maillages en cours, les études terminées. Donc ça permet vraiment aussi de suivre l'avancement des différentes études sans avoir Molflow d'ouvert. Et aussi, si vous lancez sur un serveur distant, vous pouvez voir l'avancée de votre calcul sur votre PC portable directement en pingant sur le serveur aussi au niveau du nom de la machine ici dans la fenêtre Internet. Donc le SCM va envoyer effectivement les données vers le solver qui fonctionneront sur la machine indiquée, que ce soit la machine locale ou sur la machine distante. Et vous avez la possibilité, alors pour ceux qui ont des tokens, de lancer le calcul en cloud, de lancer le calcul en local sur la machine ou de rentrer un ordinateur distant, un serveur de calcul. Attention à bien ouvrir les ports de communication pour le SCM pour lancer ça sur un serveur distant. Tout ça pour dire qu'il y a aussi en fait des fichiers temporaires qui sont liés à ce gestionnaire des tâches, ce gestionnaire de calcul. Il y a des fichiers qui sont stockés dans le dossier C Programme Data Autodesk Simulation Compute V2 Database FCA Storage.
et des dossiers qui sont écrits sous ces Windows Temp. Donc, ceux qui sont écrits sur ces Windows Temp, à la fin du calcul, ils sont automatiquement supprimés. Ceux qui sont dans Storage sont supprimés logiquement après 15 jours. Une fois que le calcul il a tourné, pour le calcul en question, c'est supprimé après 15 jours. Sur ces deux dossiers, donc c'est ce que j'avais dit sur la machine, sur ces deux répertoires par défaut, vous pouvez les changer. Donc, vous pouvez créer une variable d'environnement SCM Working pour modifier l'accès aux fichiers qui se trouvent sur ces Windows Temp et une variable d'environnement SCM Datapath pour modifier l'emplacement où va s'écrire à la place de ces programmes data. Et pour que les variables d'environnement soient prises en compte, il faut bien sûr, une fois qu'elles sont spécifiées, redémarrer le service ADSK SCM 1 ou ADSK SCM 2 en fonction de la version de Molflow sur laquelle vous travaillez. Pour les dossiers qui sont écrits dans ces programmes data, on peut créer une variable d'environnement SCMEOL pour réduire le temps de stockage et par exemple le passer de 15 jours à 2 jours par exemple ou à 1 jour pour que ce soit supprimé aussi plus rapidement et éviter d'accumuler des fichiers temporaires, surtout si par exemple pendant 2 semaines on a lancé beaucoup d'études. Ça permet aussi de réduire la conservation de ces données et de moins prendre d'espace disque. Sinon, bien sûr, vous pouvez laisser les 15 jours par défaut. Ou alors, vous pouvez aussi les supprimer manuellement. Mais pour ça, il faudra passer par une ligne de commande. Donc, la ligne de commande, en fait, vous lancez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Vous allez jusqu'au répertoire Programme Autodesk Simulation Compute Manager 2 PD bin. Et après, une fois que vous êtes dans le dossier bin, vous pouvez taper Compute Tool espace-purge et il va vous purger l'ensemble des fichiers temporaires qui se trouvent justement dans l'onglet C Programme Data. Ça permet de faire une purge manuelle ici des fichiers temporaires stockés. Et on a aussi Molflow Communicator. Donc Molflow Communicator, c'est un viewer téléchargeable par tout le monde gratuitement, donc utile pour partager des résultats, que ce soit en interne ou en externe, ou aussi pour l'utilisateur Molflow, ça peut être intéressant. Il peut que conserver le fichier SDY de son étude et juste à côté aussi conserver un fichier MFR, ce qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir aussi revoir des résultats sans passer par l'outil Molflow. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi assez utile pour les utilisateurs qui utilisent aussi basiquement des tokens. Parce que quand les utilisateurs utilisent des tokens, quand ils ouvrent Molflow, quand ils lancent des calculs, ça va consommer des tokens. Donc, s'ils veulent juste revoir un résultat, c'est mieux de l'exporter dans Communicator. Ça permettra d'avoir une meilleure gestion des tokens à ce niveau. Donc, c'est un fichier MFR qu'on va exporter à partir de Molflow Insight. Et donc, pour créer ce fichier MFR, vous pouvez personnaliser et choisir les résultats que vous souhaitez exporter. Après, la personne ne pourra pas rechanger les échelles ou rajouter d'autres résultats. C'est vraiment à l'utilisateur principal de choisir les résultats qu'il souhaite exporter et cocher pour l'exportation. Le journal d'analyse par défaut est coché et vous pouvez aussi gérer l'affichage de toutes les couches et par exemple rendre les éléments tétraédriques solides, rendre les nœuds invisibles. Donc voilà, vous pouvez vraiment personnaliser les résultats et aussi l'affichage des différentes couches du modèle par rapport à ce que vous souhaitez communiquer. Et ensuite, vous pouvez directement aller dans l'onglet Export Communicator pour exporter votre fichier MFR. Si vous souhaitez plusieurs études dans le même MFR, en fait, il faut basiquement sélectionner
les différentes études, 2, 3, 4 ou 5. Et pareil, vous les exportez pour communicateur. Et du coup, dans le fichier MFR, vous allez directement retrouver vos 4-5 études, différentes. Donc, n'hésitez pas à faire ça plutôt que de, pour chaque étude, faire un MFR. C'est plus pratique. Puis pareil aussi là, au niveau juste pour faire un petit comparatif là au niveau de la taille, des fichiers. Donc là, bien sûr, on est dépendant aussi du nombre de résultats qu'on souhaite exporter. Donc là, dans mon exemple, je crois que j'avais exporté 15 résultats, les résultats principaux. Donc 500 000 éléments 3D, on est à 28 mégas avec les résultats intermédiaires par défaut, donc assez léger, donc qui prend pas trop d'espace. 1 800 000 éléments 3D avec les résultats intermédiaires par défaut, on est à 100 mégas. 1 800 000 3D avec 30 résultats intermédiaires, 300 mégas. Donc ça va, ça prend pas non plus trop d'espace aussi. Et par contre, effectivement, donc si on a beaucoup de résultats intermédiaires, aussi le fichier MFR il va aussi être beaucoup plus volumineux. Donc encore une fois, un grand nombre de résultats intermédiaires, on va le faire vraiment au cas par cas si besoin de voir quelque chose de très précis à un moment donné, précis du cycle, quoi. Ou pour coupler à des capteurs de pression, par exemple. Et du coup, ici, par exemple, j'ai choisi deux études pour l'export. Donc, dans le fichier MFR, on peut aussi retrouver nos deux études, les comparer, visualiser les résultats. Et encore une fois, c'est défini par rapport aux paramètres des sports. Donc, on peut choisir de ne pas donner le journal, on peut choisir de rendre le maillage tétraédrique solide pour pas donner la visibilité à là où les personnes du maillage défini. Donc, vraiment, on donne ce qu'on veut ici avec communicateur et on choisit. Donc, ça peut être aussi une solution, encore une fois, pour les utilisateurs qui ont des tokens pour pouvoir revoir des résultats, basiquement, ou pour les utilisateurs classiques en complément du SDY qu'ils ont conservé sur des vieux projets, garder juste une petite trace de certains résultats sous communicateur, ça peut être sympa aussi. Merci à tous. Donc voilà, en conclusion, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de fichiers qui sont stockés dans un projet, donc il faut juste faire un petit peu attention à ça. Est-ce que ça n'est vraiment nécessaire de faire un modèle très volumineux, d'avoir beaucoup de résultats intermédiaires? Pas forcément. Et après, voilà, surtout archiver les projets anciens, garder que le SDY, utiliser Communicator aussi pour conserver des fichiers résultats. Donc il y a pas mal de solutions pour gagner de l'espace disque en soi et faire un petit peu le tri en fait dans les différents projets pour optimiser tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je reste disponible ici pour y répondre. Alors, les fichiers RFN, effectivement, il peut y en avoir beaucoup. Après, ils prennent pas beaucoup de place, donc en soi, ils sont pas trop gênants. Mais c'est vrai que ça peut être une source d'amélioration qui soit aussi supprimée pour que ce soit un petit peu simplifié dans la vue du projet. C'est vrai qu'on pourra aussi pouvoir le remonter aussi à Autodesk si est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'il soit stocké dans le projet. Pour la compression temps, elle pourrait être réalisée via les informations du journal d'analyse. Oui, en soi, oui, clairement, elle pourrait être réalisée manuellement plus tard avec directement ce qui se trouve dans les deux tableaux en fait du journal d'analyse. Ouais.
Idem, ouais, force de fermeture en fonction du temps aussi. Après, force de fermeture en fonction du temps, attention, il faudra, pour prendre les résultats qui sont dans le journal d'analyse, il faut bien que le modèle soit orienté selon Z. Si le modèle n'est pas orienté selon Z et qu'on crée une cartographie personnalisée avec une force de fermeture sur un axe spécifique de notre repère global ou d'un repère local, il faudra le créer aussi dans l'interface et c'est mieux d'avoir un peu plus de résultats intermédiaires. Comment peut-on transmettre toutes les données d'un modèle à une personne tierce n'ayant pas Molflow pour qu'elle puisse analyser les résultats par rapport aux données d'entrée? Bah, basiquement, vous donnez le Molflow Communicator, vous pouvez choisir tous les résultats à l'export, donner également le journal d'analyse, sachant que dans le journal d'analyse, la personne elle va pouvoir aussi visualiser qu'est-ce qu'il y a utilisé comme données solver, comme paramétrage process, la matière utilisée. Donc, dans le journal d'analyse, elle pourra tout visualiser. Et si vous avez choisi tous les résultats à l'export, elle pourra aussi visualiser tous les résultats. Le seul truc, c'est voilà, sur les résultats, des fois, souvent, c'est intéressant de modifier les échelles pour mieux voir, mieux interpréter certains résultats ou changer l'affichage. Donc, la personne choisissez bien l'export avec le bon affichage ou la bonne échelle pour qu'elle puisse interpréter correctement le résultat, mais vous pouvez tout donner via le fichier MFR et la personne elle pourra télécharger Molflow Communicator gratuitement directement en le téléchargeant sur Internet et visualiser les résultats. Après, effectivement, dans Communicator, les options de réglage ne sont pas modifiables, mais c'est mieux comme ça. C'est vraiment à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut donner. L'objectif, c'est pas de donner, c'est un viewer, hein, c'est pas de donner trop de leviers, justement, parce que si elle peut modifier l'affichage ou modifier les éléments des couches, ça change la philosophie de la chose et de choisir ce qu'on veut donner à telle personne, que ce soit en interne ou en externe. Donc, c'est plutôt logique que les options ne soient pas modifiables dans Communicator, surtout par rapport à ce qu'on souhaite donner, soit en interne, soit en externe, quoi. Je crois que j'ai fait le tour des questions. S'il n'y en a pas d'autres, du coup, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour les prochains, je laisserai un peu la place à, à mes collègues pour les autres webinaires. Et nous, on se retrouvera sans doute en fin d'année pour les webinaires de fin d'année. Je laisserai un peu la place à mes collègues pour les autres. Je vous souhaite à tous une belle journée ainsi qu'un bon week-end. Au revoir à tous.